Bien, voilà. Donc, alors, c'est un challenge hein, de vous parler de la sociocratie en une demi-heure. Vous l'aurez bien compris. Je pense que Julien et Priscilla l'ont dit. Donc, la journée d'initiation, évidemment, vous permettra de voir plus clair. Mais donc, je me suis demandé comment faire pour avoir une bonne représentation en une demi-heure. Et écoutez, le plus simple m'a paru de vous faire un dessin réalisé par Visual Thinker. Donc, voilà, on va partir de là à quoi ça ressemble dans le concret. Donc, la sociocratie, dans le concret, ça ressemble à un ensemble de réunions, de collectifs de travail dans lesquels il n'y a pas de... Il peut y avoir des chefs, il peut y avoir des experts, il peut y avoir toutes sortes de grades de formation et de compétences. Mais où il n'y en a pas un qui prend le dessus sur les autres, où la parole de chacun est vraiment aussi importante l'une que l'autre. Alors ici, je vous ai mis une petite casquette, tout simplement sur un petit bonhomme là. C'est pas parce qu'il est chef, c'est pas parce qu'il est plus savant, c'est juste parce qu'il est animateur. Donc, dans une réunion en sociocratie, on a un animateur qui distribue la parole pour veiller à ce que chacun puisse donner ses idées, exprimer ses réserves et aussi exprimer ses talents. Alors, comment ça se déroule? Donc, une réunion en sociocratie se déroule d'abord par l'instauration de règles. Donc, on va trouver en sociocratie, voilà, un ensemble de règles qui vont varier d'un collectif à l'autre, mais sur lesquelles on va se mettre d'accord une bonne fois pour toutes. Ces règles sont là pour sécuriser, c'est-à-dire que, vous savez bien, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais en tout cas, moi, je sais que quand je suis dans certains collectifs, si je laisse ce collectif aller, c'est toujours finalement les mêmes qui prennent la parole. Il y en a qui n'osent pas s'exprimer. Et finalement, les gens s'expriment en dehors de la réunion pour exprimer surtout leur résistance à changer ou aller dans le sens de la décision qui a été prise. Et donc, ces règles sont là pour justement permettre non seulement à ceux qui ont l'habitude de prendre un peu trop de place par rapport aux autres, eh bien, d'en prendre un peu moins et de rester dans un cadre de temps respectable, mais que le temps qui est libéré soit distribué aux autres qui ont peu l'habitude de s'exprimer, mais qui se sentent libérés et qui se sentent en sécurité pour pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire qu'ils auront le sentiment qu'on ne leur coupe pas la parole, qu'on ne se moque pas d'eux, que toutes les idées sont bonnes à prendre. Donc ça, c'est la première grande étape, c'est de mettre un cadre qui permet cette vraie discussion. Et ça, c'est l'animateur qui le propose. Ensuite, on va se fixer, vous voyez ici au centre vient d'apparaître ce que j'ai voulu faire passer pour un post-it. Au centre se trouve l'objectif de la réunion. Donc, on va inviter des participants à cette réunion dès l'instant où ils sont concernés et impliqués. Hein, c'est-à-dire que si on est juste là pour avoir de l'information et ne pas participer, si on n'est pas prêt à s'engager dans la réunion, à la limite, notre présence n'est pas nécessaire. Donc, on n'invite que des personnes qui vont vraiment mouiller leur chemise hein, et qui vont aussi être impactées par les décisions qui pourraient être prises. Une fois que l'objectif est bien clair, alors on va récolter les idées. Alors ici, imaginez le scénario, donc on en a un qui va donner l'idée de lune, l'autre l'idée d'un rond, puis l'idée d'un rectangle. Et puis on va voir, tiens, par rapport à toutes les idées qui ont été nommées, eh bien, votez un petit peu, dites-nous un peu laquelle vous préféreriez pour répondre à l'objectif que l'on s'est fixé et qui est au centre de notre cercle. Hein, et donc, voilà, on va voir, l'animateur va reprendre les votes de tout le monde, hein, si vous voyez bien en haut à droite. Hein, voilà, on a les votes de chacun qui ont été repris. Et tout ce qu'on a, c'est une tendance qui nous montre qu'effectivement, le rond semble le plus favorable. Et alors, l'animateur va demander, mais est-ce que quelqu'un a une proposition à faire pour choisir une solution qui réponde à notre problème ou qui nous permette d'atteindre notre objectif qui est au centre? Et là, on a probablement quelqu'un qui va prononcer une idée. Alors ici, notre participant a choisi le rond, mais il aurait pu choisir la lune ou le rectangle à ses risques et périls. Il choisit ici le rond et qu'est-ce qui va se passer? L'animateur va demander
Mais est-ce que vous avez des questions? Hein? Et tant qu'il y a des questions, la personne qui fait la proposition répond à ces questions. Hein, de sorte à ce que sa proposition soit bien comprise et bien claire pour tout le monde. Ensuite, on va demander est-ce que vous pouvez adhérer à cette idée, est-ce qu'elle vous intéresse? Et ce qu'on va voir ici, vous avez vu apparaître une petite bulle avec une croix. Et là, nous avons un participant qui nous dit, ben non, moi j'ai une objection, il me semble que la proposition telle qu'elle est faite ne nous permet pas d'atteindre l'objectif. Et c'est d'ailleurs bien ça, la seule chose qui nous intéresse, c'est est-ce que la proposition peut nous permettre d'atteindre l'objectif ou pas. Donc, on ne se préoccupe pas de nos préférences personnelles, on ne cherche pas la meilleure idée, on cherche à avoir une solution qui permette de répondre à l'objectif sans qu'il n'y ait d'objection, hein, de sorte à avoir l'engagement et l'adhésion de tous. Alors, donc ici, notre bonhomme nous dit que lui, il aurait, pour que la solution atteigne l'objectif, il aurait souhaité voir un petit point. Et puis là, on va demander l'avis aux autres, hein, on va lui demander est-ce que vous êtes d'accord, etc. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer une solution où on a et un rond et un petit point au centre? Donc ça va devenir la proposition amendée. Et puis là, on va avoir probablement un vote. Hein, on va demander est-ce que vous pouvez adhérer? Et ici, il semble que tous les membres de l'Assemblée votent pour cette nouvelle proposition. Et on peut célébrer le fait d'avoir identifié une solution à notre objectif, hein, une proposition qui ne remporte plus d'objection. Et donc la sociocratie, c'est vraiment ça. C'est une méthode qui, au-delà de la démocratie, elle est beaucoup plus profonde que la démocratie, dans le sens où, en démocratie, si vous avez 49 personnes qui ne votent pas, hein, qui votent contre la proposition, eh bien, la proposition passe quand même. Ça fait 49 personnes frustrées. Hein, et on ne s'en préoccupe pas. Et donc, vous vous doutez bien que quand on a plus de la moitié, enfin presque la moitié des gens qui ne sont pas d'accord avec une proposition, son application sur le terrain, sa mise en œuvre risque évidemment d'être retardée ou partiellement appliquée. En sociocratie, on va justement aller rechercher ces objections-là. Hein, qu'est-ce qui fait que l'idée ne passe pas? On va aller rechercher ces objections comme un terreau qui va nous permettre d'enrichir la proposition pour que celle-ci puisse remporter l'adhésion maximale et de sorte à ce qu'elle soit effectivement mise en application sur le terrain. Alors, je quitte un peu mon slide pour voir le temps qu'il me reste. Voilà, donc ça c'est concrètement, j'ai voulu commencer par là. Concrètement, voilà comment ça se passe sur le terrain. Alors maintenant, si on prend un pas de recul hein, et que je vous présente la sociocratie en grand et en large, donc c'est un mode de gouvernance qui est alternatif à ce qu'on connaît d'habitude. Hein, alors, les modes de gouvernance habituels, donc il y a la démocratie, et puis, il y a parfois quand même un peu l'anarchie. Hein. On essaye de faire du participatif, mais on voit bien que malgré tout, c'est toujours les mêmes qui s'investissent, c'est toujours les mêmes qui monopolisent la parole. Il y en a qu'on n'arrive pas à aller chercher, on ne sait pas pourquoi ils ne s'expriment pas. Donc, la sociocratie nous permet de sortir un petit peu de ces sentiers battus, de sorte à ce que chacun prenne sa place. Donc, par exemple, dans ma réunion de tout à l'heure que je vous ai montré, eh bien, si on peut avoir comme règle, par exemple, qu'on s'exprime 2 minutes maximum chacun, mais chacun s'exprime. Et donc, évidemment, ça régule vraiment la parole, bien sûr, et ça fait émerger des idées et des talents qu'on n'avait pas encore vu s'exprimer jusque-là. Hein, moi, j'ai déjà vu ça dans des groupes, des phénomènes magiques où vous avez des participants qui sont beaucoup plus taiseux et beaucoup plus calmes au départ et qui finalement prennent leur place et on remarque que parfois, c'est vraiment les bonnes idées viennent de là. Et donc, on s'en est privé peut-être parfois parce qu'on n'a pas eu l'occasion de les entendre. Donc, sociocratie, c'est l'exercice, un processus de pouvoir. On est dans la cratie, donc on est dans l'exercice du pouvoir. Et socio, c'est vraiment l'idée de faire du lien entre les personnes.
hein, et de faire du lien, que chacun prenne sa place. Et la place, en fait, donc en sociocratie, on se met en cercle, sans table, idéalement. Donc on se met en cercle, vraiment comme dans le schéma qui a été montré ci-dessus. Vous voyez, il n'y a pas de table, hein, et l'objectif est vraiment au centre. Donc on est là vraiment pour atteindre un objectif. À côté de ça, on peut avoir des processus qui sont plutôt informels et où on prend aussi du plaisir à être ensemble, mais lorsqu'on est dans réunion sociocratique, c'est l'objectif, on est là pour atteindre un objectif. Alors, ça existe hein, depuis la sociocratie, c'est surtout depuis le début du XXe siècle, hein, dans les années 20. Alors, Auguste Comte, qui était un sociologue et philosophe, lui en parlait déjà, mais vraiment, c'est Cornelis Boek qui a introduit ça dans l'enseignement en Hollande. Donc, la sociocratie vient vraiment fondamentalement de la Hollande. Et elle a été appliquée par Hindenburg. Alors, je ne sais pas comment on le prononce, je suis désolée si j'escamote le nom. Donc, qui est un ingénieur qui a été éduqué dans les écoles des Quakers. Hein, donc, les Quakers, c'est une fange catholique, mais qui ne souhaite pas en fait, subir l'exercice d'un pouvoir et où chacun finalement a sa place. Hein, donc même dans l'enseignement des Quakers, les élèves et les professeurs sont considérés comme des partenaires hein, et comme des personnes qui ont des talents et des idées et les décisions sont prises ensemble. Et Hindenburg, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, il a repris dans les années 60 l'entreprise de son père, une entreprise d'électronique, et il s'est rendu compte que ben, pour prendre des décisions, c'était infernal. Le directeur financier tirait vraiment les coûts par le bas, il n'y avait pas moyen d'investir. Le responsable production voulait la meilleure production, le RH voulait le meilleur personnel, mais chacun tirait dans son coin. Et finalement, on n'arrivait pas à prendre de décisions. Les décisions étaient reportées d'une réunion à l'autre. On ne savait pas quoi faire, on ne passait pas à l'action. Il y avait des gens qui ne s'exprimaient pas. Tout le monde voulait la solution parfaite, mais selon ses propres critères. Et donc, il s'est dit, bon, ben voilà, ça suffit, on va fonctionner autrement. Et donc, en fait, il a introduit dans cette organisation, dans cette entreprise, les processus que lui avait vus simplement dans l'école des Quakers. Donc, voilà, c'est vraiment l'origine. Ça fonctionne quand même tellement bien qu'en Hollande, si vous prouvez que votre organisation fonctionne en sociocratie, vous n'avez pas de syndicat. Alors pour ceux qui ont des entreprises un peu plus grosses, on peut imaginer à quel point parfois ça fait rêver, bien que je reconnais vraiment la fonction très positive des syndicats et leur travail qui peut vraiment être intéressant à certains moments, à certains égards. Mais voilà, donc la sociocratie suffit à elle-même pour pouvoir représenter finalement les travailleurs, mais en les faisant travailler à l'objectif de l'organisation. Alors, vous aurez compris, j'espère, avec mon petit dessin, que ce n'est pas un lieu où on ne gouverne pas. Vous doutez bien, alors je vous ai donné comme ça de manière anecdotique une réunion, mais il y a des règles. Hein, on distribue la parole selon un certain ordre, il y a des processus qui permettent par exemple d'élire une personne. Enfin, tout ça est largement documenté et appliqué sur le terrain. Alors ça s'assouplit avec la pratique, mais pour démarrer une sociocratie, on a vraiment des règles. En fait, le pouvoir, il est aux règles qu'on a décidées. On décide ensemble des règles et c'est elles qui sont vraiment souveraines dans l'organisation. C'est évidemment pas un lieu d'anarchie, donc on ne fait pas non plus ce qu'on veut. On est là pour atteindre un objectif. Et alors, c'est aussi un endroit où on n'est pas là pour juger une idée ou pour comparer des idées. Donc, souvent, on peut se dire, oui, moi j'ai une bonne idée et c'est mon idée qui est la meilleure et tant qu'elle n'est pas prise en compte, moi je n'adhère pas. Ici, on apprend à balayer un peu devant notre porte et de se demander, ben tiens, est-ce que l'idée qui est proposée par l'autre, même si elle ne sort pas de mon génial cerveau, est-ce qu'elle n'est pas pourtant intéressante et est-ce qu'elle, pour autant, elle ne nous permet pas d'atteindre l'objectif? Et si si la réponse est oui, cette idée qui n'est pas la mienne permet d'atteindre l'objectif, eh bien, je vais apprendre à lâcher prise sur mes propres idées. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas là pour juger est-ce que quelqu'un a tort ou est-ce que quelqu'un a raison. On n'est pas dans une relation binaire.
On prend tout ce qui est à prendre, on prend surtout les objections aussi, de sorte à enrichir et amender tant que ça nous permet d'atteindre l'objectif. Et on n'est pas non plus dans une organisation où on s'en sort tout seul. Bien sûr, on a énormément d'autonomie, mais quand on a besoin de soutien, eh bien, il y a aussi un tas de processus qui nous permet d'aller chercher ce soutien. Alors, bon, ben ça, on effleurera lors de l'initiation, puisqu'on a une journée d'initiation, on en parlera, mais on a des processus qui nous permettent de créer de la solidarité et du soutien entre les membres. Alors, en fait, il y a des socles de la sociocratie. Donc, à la base, il y a le cercle, je vous l'ai dit, et le travail circulaire. Donc, on passe la parole de gauche à droite dans ce cercle ou de droite à gauche, peu importe. Mais le cercle nous permet vraiment d'organiser les processus et la parole. On a la décision par consentement. Alors, la décision par consentement, donc c'est un des grands socles. Et c'est ce que je vous ai montré dans mon petit dessin, par ma petite démo. Là, ça, c'était une décision par consentement. Donc, on fait une proposition, on réfléchit ensemble. Ensuite, quelqu'un fait une proposition. Cette proposition est regardée sous toutes ses coutures et on cherche des objections. Là, en démocratie, surtout, on ne veut pas les entendre, les objections. Et c'est ça qui est le fondement de la résistance au changement. Ici, non, on va les chercher. Parce qu'on se dit que dans les objections, s'il y a un vrai problème à atteindre l'objectif avec ce qui est fait comme proposition, on a vraiment plutôt intérêt à l'entendre pour ne pas rater, pour ne pas échouer dans notre mission, justement. Donc, ce processus est fondamental dans la sociocratie. Alors après, on parle de lien entre les cercles. Vous pouvez imaginer dans une organisation, qu'elle soit hiérarchique ou pas, on peut imaginer plusieurs cercles. Donc un cercle par exemple avec un comité de direction, un cercle transversal qui reprend du marketing, de la communication, la production, un autre cercle où on a toute une équipe technique par exemple. Mais entre ces cercles, évidemment, on peut avoir des liens, c'est-à-dire des représentants qui vont cohabiter dans les deux cercles, de sorte à pouvoir ramener des infos d'un cercle à l'autre, de sorte à avoir une cohérence bien sûr au sein de l'organisation. Et alors, il y a un processus qui est aussi très important, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'élection sans candidat. Donc, l'élection sans candidat, c'est un processus qui nous permet de choisir une personne, de désigner une personne pour une tâche, pour un projet ou pour une mission, mais avec des critères objectifs, et cette personne est choisie par le groupe. Ce qui est intéressant dans ce processus, c'est que ça permet d'éviter des sentiments de favoritisme, des sentiments d'inéquité, des sentiments aussi de politique. Parfois, on a le sentiment, ouais, cette personne, elle a eu ce projet, mais c'est parce que c'est le chouchou, ou bien c'est parce qu'il il s'est montré, il s'est battu des coudes, etc., etc. Ici, en fait, on évite tous ces jeux-là. Il n'y a pas de candidat. On propose simplement à un moment donné, voilà, on a besoin d'un candidat, on a besoin de quelqu'un pour réaliser ce projet. Et c'est le groupe qui ensemble décide avec un processus qui est assez génial, je dois dire, et qui est aussi, même si on n'est pas élu finalement, si on n'a pas la responsabilité du projet, je vous assure que ça fait vraiment du bien à chaque membre de l'équipe parce que c'est un processus au cours duquel la plupart vont recevoir un feedback positif. Et ça fait vraiment du bien. Alors, voilà, là, ce sont des règles, mais je ne pense pas que le but, ce soit d'aller dans le détail. Mais je vous parlais tout à l'heure d'un cadre de sécurité. Donc, par exemple, pour pouvoir libérer la parole, on a besoin de sentir que quand on va enfin s'exprimer, on ne va pas avoir des regards moqueurs, on ne va pas nous couper la parole, on ne va pas nous injurier. Et donc, voilà, ces règles, c'est par exemple, je vais prendre soin de mon comportement, donc je vais faire attention à la façon dont je me comporte, de sorte à ce que l'autre qui s'exprime ne se sente pas jugé. Je vais aussi faire attention à mes préférences personnelles, je vous le disais tout à l'heure, si ce n'est pas mon idée qui passe, mais que l'autre idée permet quand même d'atteindre l'objectif, eh bien, je vais apprendre à lâcher prise. Donc, je vais commencer à comprendre que on peut avoir plusieurs façons de regarder un problème, il peut y avoir plusieurs solutions et que tout n'est pas forcément dans ma tête. Donc, on va s'ouvrir probablement à l'autre.
Alors, on va saisir les opportunités. Parfois, il y a des événements qui nous font peur, hein. Parfois, un conflit, une tension, hein. Ce sont des éléments qu'on n'aime pas en tant que chef, que manager et même que collaborateur. Ce pas des trucs qui sont agréables. Et donc, on préfère plutôt les cacher, les mettre sous le tapis en se disant, oh, pourvu que ça n'éclate pas. Non, ici, on les saisit. Parce que un conflit, c'est simplement quelqu'un qui cherche à exister au sein d'un groupe. Quand il n'y a pas de conflit, c'est qu'il y a quelqu'un, au contraire, qui est en train de s'éteindre et qui est en train de mettre ses propres besoins de côté. Donc, on va essayer de saisir ces opportunités-là pour faire avancer le groupe, qu'il arrive vers un peu plus d'authenticité et de respect pour chacun de ses membres, mais aussi de respect pour l'objectif. Par les jeux, c'est l'idée que je suis là pour exprimer aussi une opinion avec qui je suis. Donc, je suis la seule personne et chacun de nous, nous sommes les seules personnes à avoir notre vécu, à avoir nos expériences, à avoir nos croyances, à avoir nos valeurs, à avoir notre parcours, à avoir nos connaissances, à avoir les informations qui sont les informations dont on dispose, à avoir le prisme du point de vue de là où moi je suis. Et donc, c'est bête d'aller parler à la place des autres, parce que pendant que je parle à la place des autres, ben, je ne parle pas justement de toute cette richesse que moi je peux apporter. Et donc, l'idée, c'est, on va bien concevoir que chacun a une pièce d'un grand puzzle qui serait un semblant de la réalité, hein, une réalité partielle. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que chacun vienne mettre sa pièce à son puzzle. Chacun a la responsabilité de sa pièce. Voilà, ça, ce sont les règles qui permettent de vraiment libérer la parole et petit à petit de permettre aux plus timides de s'exprimer et aux plus vaillants, voire aux plus bavards, de laisser la place aux autres. Donc ça, ce sont des règles généralement de base, mais vous en avez d'autres, hein, pour ceux qui ont peut-être lu les accords Toltec, hein, ça peut être aussi des règles qui sont proposées. Et voilà, et alors ici, ben voilà, c'est la décision par consentement. Vous voyez, c'est un processus. On a des étapes, hein, donc on émet une proposition, on l'argumente, et puis on demande à chacun, est-ce que tout est clair? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as une opinion? Est-ce que tu peux vivre avec? Et si pas, si tu ne peux pas vivre avec, quelle est ton objection? Et est-ce que cette objection, c'est juste une préférence personnelle, ou auquel cas on a dit dans les règles que ben, il va falloir vivre avec? Ou bien est-ce que ton objection, elle est vraiment liée à l'objectif? Il y a un véritable empêchement à atteindre l'objectif. Et si c'est le cas, alors on t'écoute surtout. Viens nous enrichir et viens enrichir la proposition. Voilà, je pense qu'on est à peu près dans le timing. Je pense que j'ai campé l'essentiel. Voilà, je vais plutôt vous passer la parole. Est-ce qu'il y avait des questions? Merci Daphné. Alors, dans le chat, je n'ai pas vu de questions passer. Coraline, je ne sais pas s'il y en avait. Non, il n'y a pas de questions. Donc, je propose peut-être aux participants d'activer directement leur micro et de poser les questions oralement. Et s'ils sont vraiment timides, ils peuvent l'écrire dans le chat et je vais les relayer. Mais l'idée, c'est plutôt d'activer son micro. Donc, je vous laisse la parole. Oui, je vois qu'il y a... Je vous laisse modérer. Moi, j'ai vu Gilles Mobius. C'est moi, oui. Oui, on vous écoute. Donc, question par rapport à ça. Quelle est la... Évidemment, c'est pas évident de mettre en place un modèle sociocratique dans une entreprise de 2 personnes. Même 3, même 4. Oui. Quel est un peu le nombre à partir duquel ça devient cohérent de mettre ça en place? Enfin, en fait, est-ce qu'on sait mettre ça en place à partir du moment où on commence une association à 2? Ou alors, en fait, c'est une fois qu'on se retrouve à 10 et que le fondateur de l'entreprise est né dans le guidon et qu'il veut changer sa manière de faire, mais dans ce cas-là, entre guillemets, c'est déjà un peu trop tard. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour faire bien les choses dès le début si on n'est que 1, 2 ou 3 pour commencer, quoi? Alors, effectivement, hein, vous avez vu que j'avais au moins 6-7 bonhommes sur mon premier schéma.
Et je pense qu'en fait, on peut vraiment utiliser tous les processus de la sociocratie à partir de 4 personnes. Néanmoins, en attendant ça, la sociocratie, donc je vous ai parlé de processus, mais avant ça, c'est d'abord un état d'esprit et une culture. Et ça démarre dès maintenant. Ça démarre chez vous, si vous êtes le fondateur de l'organisation, si vous êtes la source, comme on dit. En fait, c'est déjà une question de paradigme, de mode de pensée et un mode d'interaction. Par exemple, même à deux, vous pourriez vous inspirer de la sociocratie par rapport à ses fondements, hein, par exemple en reprenant quelques éléments du cadre et en veillant bien que votre temps de parole est identique, en veillant aussi à aller rechercher les objections que l'autre pourrait émettre. Hein, plutôt qu'à essayer de le minimiser, c'est surtout aller chercher les objections. Et donc, il y a toute une série de processus qui, même s'ils ne sont pas applicables tels quels, vous pourriez vous en inspirer pour aller rechercher l'essence et les talents de l'un et de l'autre. Voilà. Mais à partir de 4 personnes, les processus peuvent être applicables tels quels. Merci. Je vous en prie. Il y a Christine Jaminon qui voulait poser une question. Oui, Christine, on vous écoute. Je suis désolée, je vois que mon image est de plus en plus contrastée. On voit une espèce de nuage de cheveux à droite et plus rien à gauche. Je suis désolée. Je vais essayer de me changer. Voilà. Christine, on ne vous entend pas. Il faut activer le micro. Ah. Le micro est activé, mais on ne vous entend pas. Aïe, aïe, aïe. Peut-être dans le chat alors, Christine? Oui? Oui, on transmettra les slides. Hein. Coraline, c'est bien prévu. Oui, hein. Les slides seront transmises et alors le replay du webinaire sera aussi disponible. Je vous enverrai tout ça aujourd'hui ou demain, grand maximum. Ok. Alors, je ne sais pas si Christine trouve l'endroit du slide, de la conversation. Donc, tout en haut, vous avez une petite bulle de conversation. Maintenant, je ne sais pas comment ça se présente chez vous. Non, en fait, justement, c'est pour ça que je levais la main. On n'a pas du tout accès au chat. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas accès. Je ne vois rien. Je vois pas cette bulle de discussion dont vous parlez. Ça dépend la version que vous avez de Teams, parce que voilà, il y a d'autres personnes qui posent des questions, donc j'imagine que oui, mais je ne sais pas qui était en train de parler. C'est Marie-Aude ou Cinti? Cinti, je crois. Cinti. Voilà. Ben, si vous avez le temps que Christine règle son problème de micro ou de chat, vous pouvez poser votre question à Cinti. Oui, bah du coup, c'était justement pour avoir accès au lien pour s'inscrire parce que je n'ai pas accès au chat. Ah d'accord, mais du coup, dans le mail que je vais vous renvoyer avec le replay, les slides, je vous enverrai aussi les liens pour vous inscrire au workshop alors. Super, merci. Je vous mettrai tout en même temps. Coraline, est-ce que je peux faire une proposition, notamment à Christine, si, puisqu'elle n'a pas l'occasion de formuler sa question, et je suis presque aussi frustrée qu'elle. Elle est partie, elle est revenue en fait. Oui, oui, je vois. Voilà, non, je ne sais pas c'est si vous m'entendez maintenant. Oui. Vous m'entendez? Oui, Christine, on vous entend. Merci. Désolée pour ce problème technique. Oui, je voulais savoir en fait, enfin voilà, je suis moi-même la directrice d'une ASBL, mais quand on fait une réunion d'équipe et que la direction est présente dans la réunion, comment faire pour parce qu'en fait, il y a quand même une culture dans laquelle on vit où parce qu'on est la direction, on est considéré comme hiérarchiquement supérieur et donc c'est pas facile de créer cette atmosphère que vous avez décrite ici. Et je voulais savoir comment faire pour gérer une équipe d'une façon sociocratique et en même temps, enfin voilà, il y a quand même une hiérarchie qui existe.
Donc, alors, la réponse est un peu plus longue, évidemment, que ce que je vais vous dire, mais je vais déjà vous donner des éléments de réponse. Donc, en réalité, pendant les réunions, la posture du chef est qu'il vient sans casquette et sans brassard. C'est-à-dire qu'il est assis comme les autres dans la réunion et il est participant. Idéalement, il serait bon que l'animateur ne soit pas lui. Hein, ce serait bien d'avoir un animateur, un bras droit, quelqu'un qui a plus facile, qui a déjà des talents d'animation. C'est bon que ce soit quelqu'un d'autre. En plus, en tant que chef, ça vous permet d'observer en fait vos participants avec un nouvel œil, parce que vous allez peut-être en voir s'exprimer que vous n'avez pas l'habitude de voir. Hein. Donc ça, c'est une première chose. Donc il y a la posture du chef au sein de la réunion, et il a son droit de vote comme tout le monde. Il n'a pas plus de poids qu'un autre. Et s'il prend la parole 3 minutes alors qu'on a dit 2 minutes maximum, l'animateur est tout à fait en droit de siffler en disant « Attention, vous avez 2 minutes, je suis désolée, mais je suis obligée de passer la parole à quelqu'un d'autre. » Et il faut que le chef puisse accepter ça. Donc ça, c'est une chose. Mais avant ça, évidemment, il faut qu'il y ait suffisamment de confiance et de cohérence que pour que les gens se disent « Ok, ce qui a été décidé en réunion, ben, ça fait sens avec ce qui va se passer au quotidien. C'est pas une fois on fait bébelle dans la réunion, une fois qu'on est sorti, il se passe autre chose. » Ça veut dire que ben, le petit cadre de sécurité, avec les 5 petites règles que je vous ai nommées, qui n'a l'air de rien en fait, on essaie de le faire vivre au quotidien. Donc déjà, installer un climat de confiance et de respect dans les réunions, même sans commencer à prendre des décisions en consentement, etc. Mais déjà, ne fût-ce qu'installer ce cadre-là petit à petit et demander à ce qu'on l'applique au quotidien, ça va donner un peu de confiance. Et un dernier élément, vous donnez un cadre aussi pour la décision. Par exemple, vous ne permettez pas, vous n'ouvrez pas la boîte de Pandore en disant, voilà, on peut décider, tout est possible. Je ne sais pas moi, si on imagine qu'on doit repeindre un local, mais si vous avez un budget, si vous avez une couleur que vous n'aimez pas, si vous avez une envie particulière et que toute idée qui ne colle pas avec ce budget et vos goûts ne passeront, vous les bloquerez, ben, autant les donner à la base, en règle du jeu. C'est-à-dire que vous mettez un cadre à votre décision et par contre, dans l'objectif de la réunion, on dit, ben voilà, on va choisir, on va faire une proposition et réfléchir à une solution, mais qui rentre dans ce cadre-là. Par contre, une fois que la décision est prise, même si ce n'est pas votre idée à vous, vous devez la respecter et veiller à ce qu'elle soit respectée. Donc, il y a ce jeu de où sont les contours du terrain sur lesquels on va jouer, quoi. Et de garder cette cohérence-là. Voilà, c'est quelques éléments. Il y en a un peu plus que ça, évidemment, mais voilà. J'espère que sa réponse, ça vous donne des idées. Oui, merci, c'est très éclairant, merci bien. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a Marie-Aude qui a levé la main aussi. Oui. Bonjour, merci pour ces explications. Pour avoir déjà testé l'élection sans candidat, c'est bien sympa, mais parfois donc on a une adhésion collective qui définit une personne qui va se trouver flattée le temps de la réunion et qui va finalement un peu poussée par les autres accepter le poste ou la fonction, et puis sur la durée qui va pas du tout tenir la fonction parce qu'il n'y a pas le temps ou il n'y avait pas vraiment l'envie au départ. Est-ce qu'on peut aussi combiner, j'ai l'impression que ça marcherait peut-être davantage, de peut-être combiner des personnes qui souhaiteraient avoir le poste et puis de passer à une élection sans candidat, ou de combiner un petit peu les deux moyens pour définir un représentant? Alors là, vraiment, je n'ai pas du tout assez d'éléments sur votre organisation que pour vous dire que oui ou non. Ça va vraiment dépendre du type de culture que vous avez, des relations de confiance que vous avez, de comment vous attribuez les postes et comment vous les définissez. Ça va dépendre d'un tas de choses. Je suis désolée, j'aurais bien aimé vous répondre, mais là, il y a vraiment trop de questions qui sont en jeu. Je comprends la question, mais sans en savoir plus, il n'y a pas de réponse absolue en fait.
Donc, Ok, ce que je comprends en tout cas, c'est que c'est là vraiment être voilà, une culture d'entreprise et c'est pas quelque chose qu'on va, c'est pas des petits outils qu'on va appliquer one shot dans telle ou telle réunion. C'est vraiment une culture d'association ou d'entreprise qu'il faut essayer de réaliser au jour le jour. c'est ça. Et donc, c'est d'abord, quel est votre regard à vous, en fait? À vous qui êtes dirigeant, quel est le regard du dirigeant sur la place du travailleur, sur la richesse du travailleur, sur le mode participatif? Quelles sont vos croyances personnelles là-dessus? Parce que c'est ça qui influence le collectif d'abord. Et si votre croyance est que c'est vraiment ensemble et en partageant ensemble qu'on peut avancer, alors un des autres travaux, ça va être vraiment de travailler sur la confiance. Et donc, voilà, effectivement. Mais Merci. sinon, voilà, je ne vois pas de réponse unique. On pourrait en reparler hein, volontiers, mais peut-être pas là. Ok, ça va, je vous remercie. Je vous en prie. Il y a Pascal qui a levé la main également. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Merci déjà pour ce partage d'informations. Avec plaisir. Alors, j'ai par le passé eu l'opportunité de me retrouver dans des processus de co-construction, de prise de décision, voilà, etc. J'ai eu l'opportunité, par exemple, d'utiliser des techniques aussi, je ne sais pas, des outils peut-être, style comme le fishbowl ou des choses comme ça qui nous permettent en cercle de prendre des décisions, Oui. de gérer la parole. Actuellement, nous sommes dans une situation plus complexe. La visioconférence est maître et Oui. je voulais savoir comment on pouvait mettre en place la sociocratie en restant en cercle avec des outils de visioconférence. Voilà, ça paraît très, très basique peut-être comme ça, mais oui. Non, 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 non. Et je vous cache pas que il y a 2 ans d'ici, je me posais déjà la question. Et heureusement, parce que j'ai pu trouver des réponses. En fait, ça marche très, très bien. Alors, il y a différentes façons de faire. Vous pouvez utiliser un support visuel. C'est-à-dire que moi, j'utilise un rond, tout bêtement, hein, un tableau blanc sur lequel j'ai mis un rond. Et je demande à mes participants, hein, je leur demande de choisir un personnage, de le nommer et de venir le poser sur le rond. Et j'utilise ça comme ronde d'ouverture. Hein. Une réunion va toujours démarrer par une ronde d'ouverture dans laquelle chacun va exprimer peut-être sa météo, son humeur du jour, etc. Hein, pour faire la transition entre ce qui s'est passé avant et la réunion. Et donc chacun va venir poser son personnage ou noter son nom. Et en fait, je vais suivre ce rond, je vais l'utiliser comme support visuel pour distribuer la parole tout au long de la réunion. Donc ça, c'est une première façon de faire. Alors, pour des gens qui sont peut-être plus maladroits avec ce type d'outils ou qui ne s'en sortent pas, alors vous établissez la liste, en fait, vous avez un papier à côté de vous et vous établissez la liste des participants dans l'ordre et vous suivez toujours le même ordre ou bien parfois, au lieu de partir de haut en bas, ben, vous faites de bas en haut, quoi. Voilà. C'est... voilà, je pense que ma réponse est probablement tout aussi simple que ce que vous me disiez de votre question. Je ne sais pas si ça vous aide. Oui, Saben, merci. La simplicité a du bon. Oui, oui, surtout par le temps qui court, ça fait du bien. Oui, merci. Je vous en prie. Et Séverine a également levé la main. Oui. Bonjour. Bonjour. Voilà, moi en fait je suis animatrice dans une ASBL et donc je travaille avec des bénévoles qui se regroupent. Et donc ma question c'était par rapport à l'instauration des règles que je trouve très intéressantes effectivement pour que ça fonctionne au mieux dans des groupes où parfois il y a un peu des prises de pouvoir. Et je me demandais quel est votre avis un peu, est-ce que ces règles doivent être instaurées par les bénévoles eux-mêmes au sein de leur groupe? Est-ce que c'est quelque chose que quand il y a des tensions, c'est plus à moi de donner des exemples d'instauration de règles ou quelque chose que je dois co-construire avec eux? Enfin voilà, je ne sais pas s'il y a une méthode plus indiquée qu'une autre ou si c'est au cas par cas. Alors, oui, c'est fondamental la question que vous posez en fait. Parce que fatalement, si vous avez des prises de pouvoir et que vous leur demandez d'instaurer les règles pour que ça fonctionne bien, évidemment que ce sont ceux qui ont déjà le pouvoir qui vont imposer leurs règles. Hein, donc, il va déjà y avoir un vice de procédure.
Donc, ce n'est pas une très très bonne idée. Et pour ne rien vous révéler de mes secrets, des formations longues en sociocratie, moi je les commence comme ça. Et en fait, les participants comprennent relativement vite que ça aboutit à un échec en réalité. Hein. Donc voilà. Moi, ce que je préconiserais comme truc, c'est de proposer les règles au départ, mais alors on apprend à les faire vivre. Si vous participez à l'initiation, ben voilà, on découvrira ces règles ensemble, mais vous ne les sentirez pas comme étant imposées, parce que je vais vous faire participer en fait à ces règles. Je vais leur donner, et avec votre participation, en fait, on va donner du sens à ces règles. Et ensuite, je vais vous proposer, voir si vous les avez comprises et si vous adhérez, si vous pouvez vivre avec, c'est-à-dire est-ce que vous avez des objections par rapport à ces règles? Et bien entendu que si vous avez des objections par rapport à ces règles, je vais les écouter, voire amender les règles. Par contre, on pourrait me dire, oui, mais ces règles, qu'est-ce qui nous dit qu'elles vont fonctionner? Qu'est-ce qui se passe si on a envie de les changer? Et donc, ce que je vais proposer, c'est, écoutez, vous n'en avez, on n'en a pas d'autres. Ici, ce sont des règles qui sont habituellement utilisées dans des organisations sociocratiques et qui fonctionnent, elles ont fait leurs preuves. Donc, démarrons avec celles-là, plus éventuellement celles que vous avez proposées dans les objections. Et vous aurez à tout moment l'opportunité de les amender. Attendez, je vous quitte 2 secondes l'écran parce que je vois que ma batterie va tomber à plat. J'arrive. Voilà, pardon, c'était vraiment pas une bonne idée de laisser ma batterie partir comme ça. Hein, donc voilà, donc moi je dirais, voilà des règles, on se les explique, on en discute ensemble, mais partons sur cette base-là, sachant que à tout moment on peut toujours les amender ou les faire évoluer, on pourra en supprimer une pour laisser la place à l'autre, mais partons sur quelque chose. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et il y a encore Christian qui voudrait poser une question. Oui, Christian. Voilà, ma question et ma réflexion a un lien un peu avec une intervention, je crois que c'était de Marie-Aude, concernant l'élection sans candidat. Oui. Donc ma question était déjà de savoir si la personne qui aurait été désignée, si elle peut refuser cette désignation, c'est la première. Et alors, voyant votre... non-verbal. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas effectivement mettre dans les règles en disant, voilà, vous pouvez accepter ou refuser si vous ne vous sentez pas, comment dire, si vous n'êtes pas intéressé. Donc, vous ne pouvez pas refuser, en fait, c'est ça. Alors, c'est-à-dire qu'on est dans la sociocratie. On est là on est dans le cercle parce qu'on est concerné et impliqué. Hein, donc ça, c'est la règle de base. OK ? Donc, dès l'instant où on est concerné et impliqué, ça veut dire qu'on est là pour atteindre un objectif. Et que la décision concerne le choix des peintures, le budget à engager ou une bonne idée pour nos résidents ou qui on va désigner pour tel projet, on doit toujours veiller à ce que la proposition nous permette d'atteindre notre objectif. Et dans tous les cas, les objections qui sont recevables sont les objections qui reposent sur le fait qu'on n'atteindra pas l'objectif. Et en aucun cas, une décision ne sera prise sur base de préférences personnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un est élu au terme du processus, il peut refuser s'il y a une véritable objection. C'est-à-dire s'il y a une objection par rapport à l'objectif. Par exemple, on désigne une secrétaire de la réunion alors qu'elle a le bras dans le plâtre. OK? Ça, c'est une objection objective. Effectivement, elle ne peut pas atteindre l'objectif puisque la main de laquelle elle écrit est dans le plâtre. Donc ça, c'est constructif comme objection. Par contre, si elle dit « Oh, ben non, parce que moi, ma prise de notes, je n'aime pas tellement, ou parce que je n'aurai pas le temps de les remettre au propre », ben non, ça, c'est une préférence personnelle. Il n'y a pas un véritable empêchement. Vous voyez? Parce que si elle refuse et qu'on lui dit bah, « Ok, d'abord, ce n'est pas toi » et que finalement, c'est un autre qui est élu et que lui dit « Oui, mais moi, je dois aller chercher mes enfants à 4 heures »,
pourquoi vous allez le forcer lui et pas la première personne? Et alors là, vous êtes parti, en fait, et on revient au mode habituel de gestion en réalité, hein. Et du coup, vous avez un vrai problème d'engagement. L'idée de la sociocratie, c'est aussi de travailler sur l'engagement des travailleurs, en tout cas sur ceux qui sont autour de la table. Enfin, pas autour de la table, c'est une expression dont il faut vraiment que je me débarrasse, parce que j'ai toujours cette vieille image-là, alors qu'en cercle, il n'y a pas de table. Mais enfin, vous m'avez compris, je pense. Oui. Merci. Je vous en prie. Je ne vois plus de main levée, donc je ne sais pas si quelqu'un veut encore prendre la parole ou pas. Si quelqu'un a encore une question. Ah oui, Michel. Oui, je vois. Oui, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci pour la présentation qui est relativement très claire. Je me rends compte là, au bout de la séance, que ce n'est qu'une toute petite introduction. Oui. Et je visualise tout le travail qu'il y a à faire derrière tout ça. Je suis coordinatrice financière pour des entreprises, des sociétés coopératives à finalité sociale. Et dans nos entreprises, nous avons instauré ce qu'on appelle des cercles de qualité. Oui. C'est un peu le pseudo des pseudo-réunions telles que vous les avez présentées, mais nous en sommes vraiment très très loin. Et là, d'emblée, je me rends compte des erreurs que l'on réalise dans ces cercles de qualité. Par contre, j'ai eu l'occasion d'y participer plusieurs fois. Et c'est vrai que les rôles sont clairement définis, c'est-à-dire qu'il y a le rôle de la direction, il y a le rôle donc, du chef d'entreprise, même par rapport à la position que l'on prend dans la pièce. Ma question, je me rends compte que dans ces réunions, il y a énormément d'absents. Donc, ce n'est pas vraiment une obligation de participer à ces réunions. Il faut compter que par entreprise, il y a plus ou moins un peu moins de 50 personnes. Et sur les 50, je vais dire qu'il y en a peut-être 20 de présentes. Comment faire pour convaincre une majorité du personnel à participer à ce type de réunion? Parce que finalement, attendez, encore une petite information complémentaire. La plupart du temps, je me rends compte que les 20 personnes qui sont présentes sont la plupart du temps les personnes qui sont quelque part impliquées dans le travail qu'elles réalisent. Et que souvent, les absents, ce sont finalement les personnes qui, entre guillemets, sont là pour toucher un salaire et puis c'est tout. Et donc, qui ne veulent pas s'appliquer. Donc, comment faire pour qu'il y ait une certaine cohésion, justement, et pousser les gens à participer à la politique de l'entreprise sans que ce soit une obligation de la part de la direction? Alors, ce que j'entends, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'esprit de la sociocratie, évidemment. Donc voilà, donc la réponse peut être vraiment très, très vaste. Alors, comment faire? Là, j'ai envie de demander, pourquoi devrait-il participer? C'est-à-dire que le but en sociocratie, en tout cas dans cette gouvernance, c'est de faire participer des personnes à des objectifs qui vont les impacter et dans lesquels ils vont devoir s'engager. Donc, si il y a des décisions qui sont prises, mais sur lesquelles, qui n'impacteront pas de manière directe les travailleurs ou dans lesquelles ils ne devront pas se remonter les manches, ça ne sert à rien de les inviter. Maintenant, s'ils devraient participer parce qu'ils sont concernés et parce qu'ils vont devoir être impliqués, alors il ne faut pas laisser ça ouvert, il faut expliquer le sens de la réunion, les objectifs de la réunion, l'intérêt, et surtout de dire, si vous ne participez pas à la réunion, il n'y a aucun problème, c'est votre responsabilité. Par contre, on va prendre des décisions qui vous seront du coup imposées. Et donc, c'est dommage de se priver de ce lieu, de cet espace où on vous écoute et où on vous demande réellement votre avis. C'est dommage de s'en priver
sachant que quelque part, vous abandonnez votre responsabilité et vous abandonnez votre droit de vote aux autres. Voilà. Mais il y a beaucoup de questions là en dessous, hein. Il y a aussi, voilà, une des approches serait de dire à quel genre de réunion vous participeriez et quelles sont les thématiques qui vous intéressent. Enfin, il y a j'entends une véritable problématique d'engagement que j'irai sonder avant de me demander comment les faire participer à des réunions. Et donc voilà, ils ont peut-être aussi des problèmes à résoudre dont on ne se préoccupe pas et pourquoi pas alors du coup démarrer ce type de réunion par résolvons vos problèmes. Et la sociocratie peut démarrer par là. Ça peut être, voilà, ce sont des réunions où on va gérer finalement toutes ces petites frustrations du quotidien. On en fait la liste et on sélectionne, par exemple, une des premières décisions pourrait être, tiens, parmi la liste de toutes les petites frustrations, ça peut être, je sais pas moi, une photocopieuse qui marche pas, du matériel qu'on n'a pas, enfin ce genre de choses. On leur demande ensemble de construire cette liste de manière interactive. Et puis, on les invite à une réunion où là, on leur propose de sélectionner prioritairement 3 ou 5 actions à entreprendre en ayant un certain délai et avec un certain budget, par exemple. Et là, ils vont participer. Voilà. Merci. Je vous en prie.